Bonjour à tous, je vous retrouve comme tous les mois pour vous parler des vins de la box de septembre. Cette fois-ci, nous sommes au mois de septembre 2021 et je suis là pour vous parler du contenu de vos box, taste vin, buissonnier, échanson et cachotier. Et pour certains très chanceux, celle qu'on appelle l'intégrale et qui contient tous les vins de toutes les box chez 3x20. Donc voici le petit dépliant qui accompagne vos box et qui explique page après page, vin après vin, ce que vous allez retrouver dedans. Donc vous avez un petit dépliant et une double page pour chaque vin présenté. Il y en a 6 en tout. Et puis à la fin, du contenu supplémentaire pour continuer à vous raconter plein d'histoires sur le vin et que vous soyez incollable au bout de quelques mois d'abonnement. Vous soyez incollable sur ce qu'on doit savoir pour bien comprendre le vin et se rapprocher du quotidien des vignerons et des vigneronnes. Ça, c'est notre métier de vous raconter leurs histoires. Donc, je vais vous parler en tout premier des vins de la box Taste Vin du mois de septembre 2021, qui contient toujours 2 bouteilles, très souvent un rouge et un blanc, de temps en temps 2 rouges, jamais 2 blancs. Et là, nous avons effectivement un rouge et un blanc. Les voici sous vos yeux ébahis. Et je vais commencer par le vin rouge de cette sélection du mois de septembre. Le vin rouge, c'est un Saint-Chinian du domaine Viranel. Là, on est chez Arnaud et... j'ai un blanc. Arnaud et... alors... Nicolas. Bon, pardon, excusez-moi. J'espère qu'ils ne regardent pas et qu'ils ne sont pas offusqués parce que... En plus, je les connais depuis hyper longtemps. J'ai eu un petit blanc sur leur prénom. Bref, peu importe. On est à Saint-Chinian. Saint-Chinian, c'est dans les hauteurs au-dessus de Béziers. Ça veut dire que les vignes qui sont un petit peu plus hautes, elles ont vraiment une vue sur la mer. Et dans le Languedoc, c'est hyper important parce que il fait chaud. Forcément, au moment où les raisins sont en train de compléter leur maturité, il fait hyper chaud. Mais là, on est dans une zone donc, qui voit la mer, avec on appelle ça des entrées maritimes, un peu comme Madame Météo le dirait, mais c'est vraiment vrai. Donc la mer qui apporte sa fraîcheur, ses brises marines. En plus, on a la tramontane, donc qui souffle un vent plutôt froid. Et ça permet quand il a plu, par exemple, à la saison où il pleut un peu, ça permet de dessécher et de ne pas faire en sorte que la pourriture ne s'installe pas sur les raisins. Donc, il pleut, hop, la tramontane, c'est le séchoir, bzzz, et hop, les raisins sèchent et ne risquent pas d'atteindre aucun niveau de pourriture. Donc, c'est vraiment des alliés hyper précieux. Ça rentre dans la notion de terroir. Et en plus, à Saint-Chinian, la notion de terroir, elle est très marquée par, au-delà de l'altitude, par un sol presque rouille comme couleur. Alors, il y a des galets roulés, bien sûr, donc ces gros galets qui font un peu les radiateurs et qui réfléchissent la chaleur accumulée pendant la journée, qui la restituent à la vigne pendant la nuit. Mais il y a aussi la couleur de la terre qui est vraiment de cette couleur ocre très marquée. Et en fait, c'est un contenu avec beaucoup de fer. Donc finalement, c'est un peu c'est rouillé finalement. C'est une terre très ferrugineuse qui donne beaucoup de goût. C'est vraiment un terroir qui marque énormément les vins. Et dans cette cuvée qui est... composé de vieilles vignes, de Syrah, de Grenache, de Carignan et de Mourvèdre, ça donne vraiment cette intensité avec une espèce d'enveloppe, un écrin hyper velouté qui est ultra séduisant. Et franchement, c'est ça qui m'a plu quand j'ai redégusté leur gamme
il y a un petit moment. J'ai adoré ce vin qui a de la personnalité, qui est ferme, qui est charpenté, etc., mais qui est enfermé dans une espèce d'enveloppe hyper veloutée, qui est liée à la maturité du fruit, qui est évidemment très mûr, donc c'est la maturité du fruit. Et puis, le vin passe 20% du vin, fait un petit séjour dans des fûts de chêne qui jouent un petit rôle de micro-oxygénation, qui permet au vin de s'assouplir un petit peu, de s'assagir, on va dire. Et donc ça donne beaucoup de cette opulence et de ce côté suave. Voilà, donc c'est en plus en 2017. 2017, c'était une très 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 belle année, plutôt de garde, dans le Languedoc et le Roussillon, dans la vallée du Rhône aussi, enfin toute la partie méditerranéenne. Et ça, 2017, aujourd'hui, il est absolument superbe, mais on peut imaginer très facilement en mettre quelques bouteilles en cave pour le ressortir d'ici, ou progressivement dans les 2-3 ans qui viennent, et trouver à chaque fois des petites variantes, des petits côtés animal qui va arriver progressivement. En tout cas, super. Et les deux frères, Nicolas et Arnaud Bergas, sont mais alors tellement dynamiques, ils ont tellement envie de faire bouger leur appellation, et tellement ils sont toniques. Il y en a un qui voulait faire une carrière plutôt sportive dans le volley, l'autre qui a fait plutôt des études d'agronomie, qui est ensuite parti faire un petit tour de plusieurs vignobles pour ensuite revenir au domaine familial et s'impliquer. Ils font de la bière, ils ont une brasserie à l'intérieur de leur chai. Enfin voilà, ils font plein de trucs, ils sont super, ils ont une gamme hyper intéressante, à la fois des cépages autochtones, et puis d'autres vins à la fois modernes, mais qui reflètent énormément leur terroir. Moi, j'adore vraiment leur vin, et depuis longtemps. Et je suis très contente d'avoir pu mettre ce vin dans vos box. Voilà. Donc ça, c'est pour Ah, il y a quelqu'un qui dit, je viens d'arriver, quel est le cépage? C'est un assemblage de Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan. Voilà, mais surtout Grenache et Syrah, de vieilles vignes qui ont entre 40 et 70 ans. Voilà, je complète un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà ce magnifique Saint-Chinian dans les hauteurs de Béziers. Alors là, vous pouvez sortir les magrets de canard, tous les plats un petit peu corpulents qui ont besoin d'un vin qui va accompagner ça par la force de ses épices et de ce côté suave tout en rondeur que vous allez adorer, ou que vous avez déjà adoré. N'oubliez pas les abonnés, vous avez 15% sur la cave en ligne. Vous pouvez commander les vins par 3 bouteilles, enfin 6 en minimum, mais 3 et 3. Ça vous permet de varier un petit peu les plaisirs et de vous faire plaisir à nouveau, parce qu'une bouteille finalement c'est assez vite consommé, et on peut regretter de ne pas en avoir un petit peu plus pour continuer le plaisir. Deuxième bouteille, on change de région, et cette fois on va à Bordeaux. Et Bordeaux, vous savez, c'est une région immense, hein, il y a 57 appellations à Bordeaux, mais il y a surtout une appellation qui représente la majeure partie des surfaces et des volumes, qui s'appelle juste Bordeaux. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la rive gauche, qui est le Médoc, et puis ensuite qui continue au sud de la ville de Bordeaux, dans les Graves. Et puis ensuite, de l'autre côté, hein, il y a le fleuve qui fait comme un petit Y comme ça. Donc il y a la rive gauche dont on vient de parler, il y a la rive droite qui sont les vignobles de Saint-Émilion, Pomerol, les Côtes de Castillon, tous les satellites de Saint-Émilion. Et puis entre les deux, entre la Garonne et la Dordogne, il y a toute une partie qui s'appelle l'entre-deux-mers. Donc vous comprenez ce que ça veut dire, hein, entre-deux-mers. Et en fait, ça, c'est la partie la plus importante en surface, et c'est là qu'on produit tous les petits châteaux, donc c'est-à-dire les propriétés un petit peu moins connues que les grands crus classés, les grands Saint-Émilion, Pomerol, etc. Et en fait, c'est de là que viennent la plupart des vins de Bordeaux, et c'est là où il y a de vraies découvertes à faire.
Donc là, on y produit surtout du merlot pour les vins rouges et du sauvignon pour les vins blancs. Il y a évidemment un petit peu de cabernet sauvignon pour les rouges. Évidemment, il y a aussi du sémillon qui complète le sauvignon, etc. Un peu de muscadelle comme partout, mais il y a surtout du sauvignon pour les blancs et du merlot pour les rouges. Et ici, ce que je vous ai proposé, c'est un magnifique sauvignon. Et ce qu'on attend d'un sauvignon de l'appellation Bordeaux, d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est pas dans une bouteille bordelaise habituelle, mais plutôt dans une bouteille comme on retrouverait à Sancerre, par exemple. On retrouverait le Sauvignon. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de montrer tout ce que le Sauvignon arrive à démontrer en termes de son côté très citronné, avec une belle fraîcheur, une super longueur. C'est un peu le vin qui est parfait à l'apéritif, parce que il a ce côté pas très élevé en alcool. Je vérifie, mais je crois qu'il doit faire un 11,5. Vous vous rendez compte? 11,5. Aujourd'hui, c'est hyper rare. Ça veut dire que les raisins ont été ramassés quand ils avaient encore ce côté un peu acidulé, etc. Et qui va contribuer dans le schéma complet du vin à quelque chose de vraiment rafraîchissant, fin, citronné, tonique. Voilà, ce côté un peu tendu qui va aussi faire ressortir la minéralité du vin. Et ça, dans on va dire un simple Bordeaux, c'est pas vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, mais je qualifierais pas ce vin-là d'un simple Bordeaux, parce que finalement, il a énormément plus de profondeur que ça, et d'expression aromatique. Et franchement, une petite dégorgée de ça, on ajoute un petit peu d'air pour faire circuler un petit peu les arômes au fond de la bouche et du nez. Et là, on retrouve ce côté un petit peu végétal avec du citron. C'est super. Sortez quelques huîtres, mettez ce vin bien frais, invitez des copains et voilà, vous allez avoir passer un super moment. Donc 100% Sauvignon, à servir bien frais. On peut le garder un petit peu. Si vous avez une cave plutôt fraîche, gardez-le un peu. Dès que vous le laissez un peu au chaud, il risque d'évoluer un petit peu plus vite. Et puis voilà, fraîcheur, minéralité, saveur citronnée, c'est idéal. Et c'est vraiment le vin qu'on n'hésite absolument pas à sortir et qui est vraiment super, qui va avec plein de trucs. Voilà pour le deuxième vin, la famille Bélanger, qui est bien implantée dans cette région de l'Entre-deux-Mers, qui a 2 propriétés, dont ce château d'Aumicourt, qui est magnifique. J'ai adoré ce vin, je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'on attend d'un joli Bordeaux blanc, pur, précis, qui va droit au but, c'est super. Alors voilà pour les 2 vins de la box Buissonnier. Ceux qui ont la chance d'avoir 3 bouteilles, ils auront ces 2-là, mais ils auront en plus une 3e. Et la 3e, ce mois-ci, c'est, hop, j'espère que vous voyez bien, c'est un Kéran. Kéran, là, on voyage dans la vallée du Rhône. On est à peu près entre Vaison-la-Romaine et Orange, grosso modo. Et puis là, on est dans le royaume du Grenache. Le Grenache, ce cépage qui fait les grands Châteauneuf du Pape, les grands Gigondas, qui vient d'Espagne hein, à l'origine, mais qui est depuis très longtemps implanté dans la vallée du Rhône, à partir de Montélimar, à peu près. Hein. Au nord, on a la Syrah, dans la vallée du Rhône. Et dès qu'on franchit Montélimar, à ce moment-là, on se retrouve dans le royaume où la Syrah est complétée par du Grenache. Hein, à partir de l'appellation Grignan-les-Adémars à peu près, on introduit le Grenache dans les assemblages. Le Grenache qui donne des vins plutôt puissants, qui apporte vraiment des fruits rouges, alors que la Syrah, c'est plutôt les fruits noirs. Donc quand il y a les deux, comme dans celui-là, on a un complément dans la gamme aromatique qui est hyper intéressant. Et on a surtout cette ampleur en bouche qui est apportée par le Grenache, qui est moins tannique que la Syrah, qui elle donne la charpente. Donc on a
le Grenache qui donne l'épaisseur, la Syrah qui donne la charpente, et c'est complété par un petit peu de Cinsault, qui est un cépage pas très tannique, hyper fin, qui vraiment donne un côté raffiné à l'ensemble, et puis également un petit peu de counoise. La counoise, c'est un cépage autochtone, qui est autorisé par exemple dans les 13 cépages autorisés à Châteauneuf-du-Pape, il y a de la counoise, et c'est super que le domaine en ait gardé, conservé une partie et n'est pas cédé à 100% au Grenache Syrah qu'on retrouve quand même le plus souvent, hein, finalement. Donc là, on a de la cerise noire, du pruneau, c'est également en 2017, comme le Saint-Chinian tout à l'heure, du cassis, et puis plein d'épices. Dès qu'on commence à aérer le vin, à le servir, et puis à ajouter un petit peu d'oxygénation, etc., pour que les arômes s'ouvrent un petit peu. Et là, on a ce côté épicé qui est très, très Rhône, hein, qu'on retrouve le Rhône, le Languedoc, tous ces endroits-là où il y a un peu de soleil, ça fait des épices. Hein. Une petite finale un petit peu mocha, cacaoté, qui est vraiment magnifique. Ça aussi, c'est un vin que j'ai dégusté un peu par hasard et qui m'a vraiment séduite. Et je comprends l'équilibre qu'on y trouve, parce que je sais que dans cette vallée du Rhône, il y a beaucoup de chaleur. Hein, c'est un couloir qui laisse circuler le Mistral. Il y a du Mistral, il y a du vent. Un peu comme on parlait de la tramontane tout à l'heure, là c'est le Mistral. Il y a vraiment beaucoup de vent. Et ça concentre énormément les raisins, ça concentre la maturité dans les baies de raisins. Et ça a ce pouvoir aussi un peu asséchant qui fait que ce sont des vignobles qui sont très sains. Donc en fait, on n'a pas besoin d'utiliser tout ce qu'on pourrait imaginer ailleurs. Donc c'est des vignobles qui sont quasiment naturellement en bio finalement, parce qu'on n'a pas besoin de lutter contre aucune sorte de pourriture, de mildiou, d'oïdium ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire. Donc ce sont des vignobles. Celui-ci est en conversion vers l'agriculture biologique, mais en fait, il l'est déjà depuis longtemps, parce qu'on a besoin de rien. Et ça, c'est important aussi d'encourager ce genre de vignoble. Donc là, allez-y pour les confits de canard, les gigots de 7 heures, quand on sera en plein hiver, une daube qui cuit pendant hyper longtemps, une gardienne de taureau, par exemple, ça c'est super bon. Donc voilà, allez-y. Et même en fromage, vous savez, ces Saint-Nectaire par exemple qui sont vraiment affinés, qui ont du goût, qui sont crémeux, des bons Saint-Nectaire fermiers, c'est magnifique avec ce genre de vin. Vous voyez, c'est des bons, on peut les servir sur le plat principal et enchaîner directement sur le plateau de fromage avec ce genre de vin. Voilà, donc ça, c'était les 3 vins de la box Buissonnier du mois de septembre 2021 que je vous ai présenté à tous les chanceux qui ont vraiment cette chance de découvrir tous les mois leur surprise mensuelle qui arrive à domicile dans leur petite valisette avec le petit livret explicatif, etc. Voilà. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux vins qui sont dans la box et chansons, toujours du mois de septembre. Dans la box et chansons, je vous ai préparé un petit duo bourguignon. Bon, c'est pas très étonnant, sachant d'où je viens. Et un Terrasse du Larzac. Donc là, on a 2 vins qui sont 2 profils très, très différents. Donc, on va commencer déjà peut-être par le Terrasse du Larzac. Là, on n'est pas hyper éloigné du style du Kéran qu'on a vu juste avant. Parce que les Terrasses du Larzac, c'est au sud de la vallée du Rhône et au nord du Languedoc. Vous voyez, c'est un petit peu à la charnière, on est dans le Gard, un petit peu à la charnière, et c'est un de ces crus du Languedoc, comme le Pic Saint-Loup, les Grès de Montpellier, par exemple, les Terrasses du Larzac, qui sont sortis de l'appellation générique Languedoc pour montrer leur vraie personnalité, parce qu'ils en ont une. Et c'est ça qui est important de voir. Donc là, c'est le contrefort des Cévennes. En fait, les Cévennes, c'est une montagne qui
finit dans le Languedoc, donc qui redescend un petit peu comme ça pour ensuite être plus dans la plaine et aller dans la mer. Mais vers la mer. Mais sur ce contrefort, donc sur le côté pentu, côté Méditerranée, eh bien il y a des terrasses. Les terrasses, c'est des petites lignes comme ça, sur lesquelles il y a des rangs de vignes, tout serrés, tout petits. C'est pas des champs et des champs et des parcelles immenses avec des rangées de vignes à perte de vue. Pas du tout. Ce sont vraiment des parcelles qui sont obligatoirement travaillées à la main, à la pioche finalement, parce qu'on ne peut pas y faire passer un tracteur. C'est beaucoup trop étroit. Donc c'est intéressant de voir ça parce que ça donne forcément plus de personnalité au vin que si c'était, on va dire, du tout venant. Voilà. Donc ici, on a un assemblage très intéressant puisqu'il s'agit de Syrah, Grenache et Carignan. Donc ils apportent chacun, on a vu Syrah, Grenache tout à l'heure. Le Carignan, lui, il apporte une belle fraîcheur. C'est un cépage qui a une acidité naturelle très marquée. Et du coup, il apporte au Grenache, qui est un peu le gros costaud, et à la Syrah, qui donne cette charpente, et bien on va ajouter cette fraîcheur qui va équilibrer le vin et lui donner un côté très harmonieux, qui est magnifique. Alors évidemment, là on est aussi, c'est pareil, hein, il y a du Mistral, c'est les mêmes conditions climatique, on va dire, d'un vin qui a besoin de rien du tout comme apport qui l'aiderait à faire quoi que ce soit. Là, on est dans le naturel plus. On a besoin de rien. Mais c'est une belle histoire. C'est Hélène Taillefer que j'ai rencontrée un jour et qui m'a raconté l'histoire. En fait, elle cherchait à reprendre un domaine depuis un moment. Elle s'est reconvertie. Elle est vraiment passionnée de vin et elle a eu vraiment envie de reprendre un domaine. Et elle a fait une rencontre avec un couple néo-zélandais. Elle est œnologue et lui, il est chercheur et enseignant. Il était chercheur et enseignant à Lincoln, au Nouvelle-Zélande, chercheur en viticulture. Donc ce groupe de passionnés qui avaient eux envie de venir s'implanter dans un vignoble français et apporter leur modernité, leur vraie envie de travailler sur des terroirs à forte personnalité, ils se sont rencontrés et ils ont racheté un domaine qui était assez connu à l'époque, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et ils ont créé la terre des deux sources, donc les deux sources entre Hélène et entre ce couple de néo-zélandais implantés là, sur cette magnifique terre qui produit de grands vins. Alors ils produisent une gamme assez complète, mais c'est vraiment sur ce vin qui s'appelle Caprice que je me suis dit que ça valait le coup d'expliquer un petit peu à travers ce vin la beauté qui se ressent en dégustation de ces terroirs absolument magiques, absolument sauvages. Elle me raconte, il y a plein d'oiseaux différents, des oiseaux avec des plumes de plein de couleurs, un petit peu comme si c'était un endroit très exotique, qu'il est sûrement d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas très loin de Nîmes. C'est la belle générosité, la chaleur. C'est un vin qui est hyper envoûtant, avec des arômes de confiture de mûre, un petit peu fumé, apporté par l'élevage en fût du vin. Et puis c'est onctueux, c'est velouté. Il y a un côté très racé qu'on retrouve et qui franchement ne laisse pas du tout, indifférent. Et c'est encore un 2017. Je vous ai hyper gâté. C'était un grand millésime dans cette partie de la France. Et là, vous avez plusieurs vins de ce très beau millésime. Donc voilà, Terrasse du Larzac, Caprice 2017. Terre des deux sources, un nouveau domaine que je suis très heureuse de partager avec vous et qui est superbe et dont on entendra certainement parler, comme souvent les petites découvertes que je fais comme ça. On les voit ensuite. Alors, deuxième vin des échansons. Alors là, on arrive en Bourgogne. En Bourgogne, vous savez, pour la plupart d'entre vous, que ce sont mes origines, du côté de mes deux parents. Ils sont tous les deux bourguignons. Et ce domaine, Charleux, ça fait partie des tout premiers domaines que j'ai visités quand je me suis lancée dans le vin
en 1998. Je suis allée chez eux, il m'est arrivé un truc un peu ridicule, j'ai eu un peu honte. En reculant ma voiture, j'ai embouti j'ai embouti ma voiture surtout parce que j'ai buté dans leur petit muret au bout de la propriété. Et il a fallu appeler plusieurs personnes pour me sortir du truc. Bref, j'étais verte, j'avais la honte totale. Mais je suis restée très fidèle à leur travail. À l'époque, Vincent Charleux, qui est aujourd'hui à la tête du domaine, était encore tout petit, enfin jeune homme, vraiment jeune homme. Et c'est son père que j'ai rencontré forcément en premier. Et je leur suis restée très fidèle. Je rachète très souvent des vins. Je trouve que tout ce qu'ils produisent, c'est d'une sincérité, des vins d'une grande honnêteté qui reflètent bien ce que le pinot noir et le chardonnay pour leur blanc, mais là on parle d'un pinot noir, ce que le pinot noir montre dans cette partie de la Côte d'Or qu'on connaît un petit peu moins, qui sont ce qu'on appelle les Maranges. Les Maranges, ce sont 3 villages au sud de la Côte d'Or, pas très loin de Chassagne-Montrachet. En fait, c'est la même colline hein, Chassagne-Montrachet, qui devient Centenay, et qui ensuite arrive dans les Maranges, un peu à cheval en Saône-et-Loire et dans la Côte d'Or. Donc ici, on produit surtout des vins rouges, hein, des pinots noirs, et là, ce sont des vieilles vignes, parce qu'en fait, attendez, je reprends l'âge de plantation, mais ça m'impressionne toujours. C'est 3 parcelles qui ont été plantées en 1933, 1937 et une beaucoup plus jeune, en 1951. Donc forcément, à cet âge-là, les vignes sont hyper profondes, donc les racines plongent dans le terroir. Et évidemment, en profondeur, on a beaucoup plus de personnalité qu'à la surface. Donc c'est sûr que quand on met plein d'engrais dans une vigne, ben, les racines, elles vont rester à la surface. Elles vont se dire, ça sert à rien que j'aille plus profondément, puisque c'est à la surface qu'on me donne à manger. Mais si on ne donne rien à manger, eh ben les racines vont être obligées d'aller en profondeur pour aller chercher ce que le terroir a de plus intéressant. Parce qu'évidemment, il y a des strates, des couches, et en passant à travers, eh ben, c'est là qu'on va retrouver une vraie complexité qu'on ressentira dans les vins. On ne peut pas dire, en dégustant un vin comme ça, que le terroir n'a aucun impact sur la dégustation. Parce que franchement, les vieilles vignes ont toujours cette espèce de pouvoir magique d'aller chercher plus de personnalité. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche. Bon, je recherche le côté confidentiel, le côté rare, des domaines qui sont pas connus, etc. Bien sûr. Mais j'aime aussi retrouver plus que la juste typicité limite. Donc c'est exactement ce qui se passe avec ce vin que vous allez trouver hyper parfumé. Bien sûr, le pinot noir sur des grands terroirs, c'est ultra parfumé, c'est délicat, c'est élégant. On retrouve la finesse des tanins et franchement, c'est un 2018. La concentration est magnifique et si vous gardez ça en cave, même 5-6 ans, vous allez avoir une récompense. Mais une vraie récompense. Je dis ça parce que, comme ça fait plus de 20 ans que je les connais, 25 ans presque, j'en ai beaucoup dans ma cave, de plein de millésimes différents. J'ai de quoi faire des verticales et des horizontales dans tous les sens. Et c'est des vins qui vieillissent hyper bien et qui à chaque fois donnent un petit truc de plus, hein. Les arômes sont jamais les mêmes selon le moment où on ouvre les vins, en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Et là, on retrouve cette merveille de complexité bourguignonne qui, j'avoue, m'émeut à chaque fois parce que c'est vraiment magique. Donc, on sert jamais ces vins trop chauds. On laisse l'éclat du fruit se montrer vers 16-17 degrés, jamais trop chaud. Et puis alors là, on peut sortir des choses très raffinées à préparer, hein. La viande blanche sans aucun problème, hein. Vraiment, n'hésitez pas à servir ça avec des choses qui ont même du goût, parce que ça, c'est un vin qui a quand même une belle personnalité. Donc, des tanins souples, du fondant, de l'élégance, et un grand vin de Bourgogne rouge dans un millésime 2018, superbe, hein, vraiment un très beau millésime de garde en Bourgogne. Donc voilà, il nous reste
juste avoir le dernier vin de la série, le dernier vin qui cette fois nous transporte un petit peu à nouveau, comme si c'était un petit rap de vacances dans les coteaux d'Aix en Provence. Mais cette fois pas à travers un vin rosé, parce que quand on pense Provence, on pense souvent vin rosé, et là c'est un vin blanc. Un vin blanc qui est composé de 2 cépages, du Vermentino, le Vermentino qu'on appelle aussi Rolle, qui est un cépage très aromatique. On en met même un peu dans les vins rosés de Provence, hein, parce que c'est tout à fait autorisé et ça ajoute une petite dimension aromatique qui est très intéressante. Donc là, il y a 60% de Vermentino. C'est un cépage qu'on retrouve aussi en Corse, on appelle Vermentino. Et puis le reste, c'est de l'Uni blanc. L'Uni blanc, c'est un cépage plus neutre, du coup, avec un aromatique et un plus neutre, ça s'équilibre extrêmement bien. Mais l'Uni blanc, il a une grande valeur de fraîcheur, parce qu'il a une acidité naturelle bien marquée. Et sachant qu'il y a beaucoup de soleil, ben on a besoin, on cherche toujours dans les assemblages à ce que chaque élément apporte l'un la puissance, l'autre la délicatesse, l'autre peut-être des arômes complémentaires, et puis toujours celui qui va équilibrer quand on est très au soleil, comme ici l'Uni blanc, comme tout à l'heure par exemple on avait du Carignan qui va donner cette petite touche de fraîcheur équilibrante qui va harmoniser un petit peu tout ça. C'est d'être vinificateur, hein, pour dire ça au sens large, quand on fait du vin. Dans les endroits où il n'y a qu'un seul cépage, en Bourgogne par exemple, ben, parfois ce sont des différentes parcelles qu'on assemble pour retrouver cet équilibre. Sinon, ben, on se jette un peu dans le vide et on n'a pas trop le choix. Donc c'est un peu plus le millésime qui va parler. Quand on vinifie une seule parcelle d'un seul cépage, ben, on va sentir les différences de millésime. Quand on peut faire des assemblages, comme c'est le cas dans la partie plus au sud de la France, au nord on est plus dans le monocépage, je généralise un peu, mais c'est presque ça, et au sud on est plus dans les assemblages, et bien là on va réussir à créer ces équilibres super intéressants. Dans ce vin qui est en biodynamie, François Terrat, je l'ai rencontré au domaine des Béates, hein, dans les Coteaux d'Aix, il y a déjà fort longtemps, et j'avais été très impressionnée par le côté assez rocailleux, assez complexe finalement de son vignoble. On n'est pas du tout dans les grandes parcelles en plaine, mais plutôt des terrasses, des endroits, des petits cirques qui représentent voilà, une entité géologique. Et voilà, donc on travaille ici un peu en parcellaire pour ensuite composer les vins selon les parcelles. Et ce vin blanc, j'ai été bluffée. Bon, ok, le mot est un peu fort, mais pas tant que ça. J'ai été bluffée par l'équilibre qu'on peut retrouver dans ce vin. Alors, la biodynamie, bien sûr, apporte quelque chose, hein, le fait de travailler en bio depuis 30 ans et quelques. Ça a quelque chose à faire. Ça veut dire que la plante, elle se sent bien. Elle est en harmonie avec son terroir. Là, elle est bien implantée. Elle sait trouver sa fraîcheur dans la rocaille, dans le sol. Et évidemment, il fait moins chaud profondément qu'en surface. Et donc, le fruit est bien mûr. On est quand même clairement au soleil. Le fruit est bien mûr, mais il y a ce côté très 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 rafraîchissant qui est superbe. Donc voilà, ce joli vin, l'AOP Aix-en-Provence, le Coteaux d'Aix-en-Provence est superbe. On y trouve vraiment de belles merveilles. C'est moins connu que les Côtes de Provence. Et franchement, c'est un bel exemple de ce qu'on peut trouver en blanc, parce que c'est plus un exercice d'équilibriste, on va dire, à cause de ce soleil omniprésent, d'arriver à faire des blancs de cette envergure qui est vraiment magnifique.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des vins. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir les 6, ben, super. Sinon, ben, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les vins de la box du mois d'octobre. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser dans le fil, là. J'y répondrai progressivement au fur et à mesure que je verrai tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, nous suivre. Je sais que vous aimez ce qu'on fait et ça fait hyper plaisir. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures à travers d'autres vins. La box du mois d'octobre. Voilà, merci beaucoup et bonsoir, bonjour à tous selon à quel moment vous nous regardez. À bientôt.